Bienvenue à Stratégiste Militaire. Nous sommes en direct. 19 janvier 2026, tragédie en Espagne. Drame pour plus de 39 familles qui ont perdu leurs proches et des centaines de blessés. Dans ce qui pourrait être l'accident le plus grave de l'histoire du chemin de fer à grande vitesse en Espagne. Et ici, dans Stratégie militaire, nous vous expliquons ce qui se passe, ce qui arrive et pourquoi cet accident est inquiétant. Famille, on commence. Famille, bon après-midi et bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct. Nos plus sincères condoléances à tous les affectés par cet incident. Il est 17h20 en Espagne, lundi 19 janvier 2026. Hier, nous avons lancé le direct. Nous racontions ce qui s'était passé, ce qui était arrivé. Les images sont terribles. Ici, nous voyons la quantité de dégâts qu'il y a, c'est hallucinant et maintenant nous allons entrer dans les détails. Il y a des images très inquiétantes. Beaucoup de choses sont écrites sur les réseaux sociaux. Voix coupée, panne mécanique, manque d'entretien, plaintes. Des ministres qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui disent que tout cela est très étrange, 1000 choses sont en train de se dire. Honnêtement, en tant qu'Espagnol, cela me rend assez triste. Comme toute autre catastrophe évoquée ici dans Stratégie militaire. Tout d'abord, nous voulons dire que tout ce qui est dit ici, tout ce qui est commenté ici, sera fait avec le plus grand respect pour les victimes. Ici, nous n'allons pas faire le cirque que l'on a l'habitude de voir ou que certains disent qu'on fait ailleurs. Le président de l'Espagne a fait des déclarations selon lesquelles les gens doivent uniquement s'informer par les médias officiels et ne pas utiliser de médias alternatifs officiels. Nous ne sommes pas un média, mais une communauté de millions de personnes souhaitant chaque mois mieux comprendre l'actualité. En dehors des canaux officiels, ceux qui malheureusement mentent habituellement sur ce qui se passe. Ce que nous espérons et souhaitons, c'est le prompt rétablissement des proches. Notre compte Twitter est ouvert pour tout contact, notre adresse email aussi. Toute personne concernée peut nous contacter. Si vous souhaitez raconter votre expérience, si vous souhaitez la partager dans le plus grand respect, vous pouvez le faire. Et aussi souhaiter que les trains, dans ce cas, contrairement au 11 mars, ne soient pas détruits quelques jours après. Je le dis parce que l'enquête, si cela semble si étrange, et que les images que nous voyons sont si étranges. Il faudrait une enquête sérieuse et rigoureuse sans répéter les erreurs de cette fois. Je ne veux pas être démagogue, mais il faut clarifier les choses. Il y a déjà eu des incidents qui n'ont pas été correctement enquêtés. Espérons que celui-ci le soit correctement, je n'en doute pas. Les professionnels sur le terrain, le groupe de criminalistique de la garde civile, c'est le crime scene investigation de la garde civile. Ils travaillent aux 24 heures sur 24 avec toute une équipe de professionnels. Avec les moyens dont ils disposent, qui sont parfois limités par le manque de budget, parce que le gouvernement décide qu'ils ne doivent pas être équipés de la dernière technologie. Malheureusement, ils font tout leur possible pour essayer de recueillir des preuves. Donner une explication à 39 familles sur pourquoi leurs proches ne sont pas rentrés à la maison et pourquoi il y a eu des décès dans cet accident. Les images que nous voyons proviennent toutes de la garde civile. Ce sont des images officielles, non générées par l'intelligence artificielle. Contrairement à ces médias officiels qui, eux, ont utilisé des images créées par l'intelligence artificielle. Pour l'afficher en couverture sur leurs écrans de télévision, dans leur foyer, la seule qui est générée par l'intelligence artificielle, c'est notre couverture. Parce qu'évidemment, elle a un graphisme de meilleure qualité. Ce n'est pas pour rien, pas pour autre chose, mais ces images sont bien réelles. Bien, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier soir, c'est important. Nous pouvons confirmer que la zone de l'incident est celle que nous avions indiquée, ainsi que la compagnie de JR, entre guillemets, et la compagnie aussi. Invité spécial David Santos, créateur de contenu sur Internet, qui était également avec nous ici, partageant ses impressions sur ce sujet, ainsi que les infos reçues. Allons-y nous-mêmes. Ce que nous devons faire,
c'est commencer dès maintenant à enquêter, à commenter, à voir ce dont on parle et à commencer à donner un peu de couleur à tout cela au milieu des zones d'ombre qui existent. Il y a des informations que je ne peux pas raconter, que je ne peux pas commenter, pour des raisons que je ne peux pas non plus expliquer. Mais je vais essayer d'expliquer un peu comment fonctionne ce genre d'incident pour que les gens comprennent. La première chose, avant tout, au moment où cet incident se produit, il faut déclarer un incident multi-agence. Qu'est-ce que cela signifie que différentes agences d'urgence sont coordonnées ou doivent être coordonnées sous un commandement unique? C'est la première chose qui doit arriver, un commandement unique. Quelqu'un doit prendre le contrôle de la situation. Par exemple, nous avons les agences des pompiers, de la garde civile, de la protection civile, de l'armée, sécurité citoyenne, police municipale, bénévoles. Tout cela doit être coordonné sous un commandement unique afin que les ordres et les directives soient corrects. C'est la première chose. Ensuite, il faut créer une zone pour isoler l'incident et permettre l'entrée et la sortie des équipes de secours, ainsi que l'évacuation des blessés. Il faut évaluer la gravité. Je ne doute pas que ce protocole ait été suivi à la lettre, j'en suis sûr. Bien, cela dit, peut-être qu'un autre jour nous expliquerons comment fonctionne ce type d'urgence ou ce qui se passe. La première chose que nous devrions voir, ou la première chose que nous devrions vérifier ici, c'est vraiment comment les choses se sont passées ou comment cela est arrivé. Ce n'est pas encore tout à fait clair, mais ce qui est certain, c'est ce que vous allez voir. Maintenant, nous allons passer à la carte. Pour justement expliquer cela, nous sommes en direct, famille, vos likes sont essentiels. Bien, ceci est une image de Google Earth. C'est une image satellite, ce n'est pas une image récente. Nous parlons d'un tronçon où la vitesse varie de 215 km/h à 250 km/h selon les informations qui ont été mises sur la table. Selon l'officiel, les trains circulaient à 200 km/h, c'est-à-dire qu'ils avaient réduit leur vitesse sur un tronçon qui, officiellement, est prévu pour plus de 200 km/h. Nous pouvons déjà commencer à réfléchir qu'il y avait, pour une raison connue des conducteurs ou par Administrador de Infraestructuras Ferroviaria, qui est l'entreprise responsable de la gestion ferroviaire en Espagne, un certain type de difficulté sur ce tronçon. Le tronçon est une ligne droite. C'est une ligne droite qui vient d'un virage. Les trains entrent depuis ce virage, depuis le ruisseau du Parosillo, vers l'intérieur de la ligne droite d'Adamus. Celle que nous voyons ici. Désolé, les images satellites se chargent très lentement parce qu'elles sont de haute qualité. Ce tronçon de 2,15 atteint 2,50 à un moment donné. Pendant ce tronçon, si on zoome ici, il y a quelques talus de terre, comme on le voit sur cette image. Lors de la construction de la voie, on a coupé la montagne présente à cet endroit. Et ici, on voit le changement de voie, c'est-à-dire un échangeur de voie. Les fameuses aiguilles dont on parle beaucoup commencent dans cette zone-ci. Et ici, c'est le point numéro 1. Dans ce qui a été rapporté de l'incident, on voit ces aiguilles. Ici, la voie devient triple un instant. Et ensuite, elle redevient à double sens, c'est-à-dire montant et descendant. Nous avions déjà vu cela, nous avions commenté le lieu de l'incident grâce aux images d'hier soir, d'où cela s'était produit. Cette zone, qui est la zone de montée et de descente. Ce quai que nous voyons ici, nous allons le voir en image maintenant, puis nous continuerons. 800 mètres plus bas que cette première aiguille, nous allons voir la deuxième aiguille, celle qui vient de la zone sud. Nous allons en direction du sud, vers Cordoba, à environ 600 mètres de lui.
Depuis la plateforme, nous pouvons voir où cela commence, où se termine, selon la direction dans laquelle nous allons. L'image va se charger maintenant, désolé, c'est un peu lent. On va le voir ici, on voit l'image. Comment avons-nous 3 voies? On voit que nous passons de 2 voies à 3 voies. Eh bien, pour une raison quelconque, cela ne se charge pas, la zone de coupure des voies. Cela ne se charge pas pour une raison quelconque sur le satellite. Nous ne savons pas pourquoi, mais cela ne se charge pas bien. De ce côté, quelle est la version officielle des faits ici? Laquelle? Allons-nous voir l'image? Selon ABC, voici ce qui a pu arriver. Graphique de ABC. Lieu approximatif du déraillement. Nous avons un tunnel dans la zone sud, c'est-à-dire dans la partie basse. Nous avons un tunnel, nous allons l'identifier ici. Ce tunnel? C'est un tunnel qui vient du sud, si l'on vient de Madrid, et qui va vers le nord, si l'on se dirige vers Madrid. C'est un tunnel ici. Là, on le voit, c'est le tunnel. Selon la photographie, à quelques mètres du tunnel, c'est l'endroit où le train Albia, depuis Madrid, tombe sur un talus d'environ 4 mètres. Sale. En sortant des rails, celui-ci que nous voyons ici, ici dans cette zone, le train Albia tombe. Là où débute le passage d'Aboujas, changement de rail. Cette zone que nous voyons ici, que je marque avec la souris, s'appelle CES. Pour que les gens comprennent, nous allons d'abord identifier comment cela s'appelle. Cela s'appelle CES. 4 pieds. C'est la largeur entre rail et rail. C'est le 4 pieds. 6 pieds, c'est ce qui sépare, dans ce cas, un rail de l'autre. Et la zone extérieure. Nous avons le CES, la partie extérieure. Je vais prendre une photo pour mieux expliquer. Les gens comprennent comment c'est structuré pour que les gens comprennent, on va le chercher. Excusez-moi parce que je cherche une photo où l'on voit clairement de quoi nous parlons en ce moment. Je sais que c'est difficile, personne ne comprend les trains et tout ça, ce n'est pas simple. Je vais trouver une image pour aider à comprendre. Au maximum. Voici une image d'un rail coupé que nous allons examiner. Prenons le temps d'en parler calmement, mais gardons le sérieux nécessaire pour ce sujet. Excusez la qualité de la photo que nous allons montrer maintenant. Mais c'est le plus simple que nous puissions utiliser pour comprendre. La zone du CES que j'appelle extérieure. Ensuite, nous avons le 4 pieds, qui est ce qui sépare un rail de l'autre, le 6 pieds, qui est l'espace entre rail et rail. Et si, comme ici, il ne s'agissait que d'une ligne de 4 rails, la largeur serait 10 pieds. Ici, cette circonstance ne se présente pas. Ici, nous avons ces 4 pieds, 6 pieds, et c'est conforme à l'image que nous avons ici. Pour que les gens comprennent, il y a un moment où 3 voies se rejoignent, mais elles restent distinctes. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de l'image satellite. Attendons un peu qu'elle charge. Il y a des endroits où cela se maintient. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On ne voit pas ces distances ici.
elles restent stables, rien ne change. Point de critique de l'infrastructure ici. Évidemment, le boîtier de mécanisme qui change les rails d'un mode à l'autre, c'est-à-dire qui dirige le train d'un côté à l'autre. Ils sont importants. Ce point est important, c'est un point clé que nous voyons en ce moment. Et évidemment, de l'autre côté, c'est aussi un point clé, cette zone où cela se produit selon la photographie. Nous laissons de côté la photographie que nous avons déjà expliquée pour mettre les gens en situation, pour qu'ils comprennent ce qu'est chaque chose, comment chaque chose s'appelle. Selon la photographie que nous avons vue de ABC, l'endroit où le train a déraillé a blessé. C'est la zone du haut, c'est-à-dire que nous avons dépassé le bâtiment de l'autorisation de voyage électronique, cette plateforme que nous avons vue là, et nous continuerions vers le haut. C'est là que le train déraille, Anne. Il a été blessé. L'autre train qui vient en direction sud, dans le sens opposé qui est l'Alvia, déraille et ce déraillement l'emporte jusqu'à 800 mètres plus bas. Beaucoup de distance. On parle d'un point à un autre, comme je l'ai dit, de 800 mètres. Mais ce n'est pas clair. D'après les images, il n'y a pas eu d'impact entre les deux trains. Nous allons voir des images fournies par la garde civile. Merci à la famille en direct avec nous. Merci de liker et commenter. Dans cette petite introduction de ce qui se passe, j'insiste avec tout le respect du monde et sans vouloir créer de polémique. Nous voyons ici, dans un premier temps, qu'est la cabine motrice, c'est la machine du train. La partie avant se trouve dans cette zone intacte. On peut voir comment il y a des zones qui sont intactes ici. On peut voir dans cette zone comment cette cabine de droite, si elle est sur le rail, l'autre ne l'est plus, car elle est peut-être déraillée ou sur le troisième rail. Nous voyons que la cabine suivante est complètement déraillée, elle est pliée. Nous voyons que la suivante l'est aussi. En fait, de facto. Nous allons essayer à nouveau, avec les images satellites. Essayer de comprendre un peu l'image que nous voyons. Je demande de la patience parce que nous essayons de travailler sur ce point et c'est compliqué. On continue. C'est le train pour Albia. Nous voyons l'arrière. C'est l'arrière. Même si vous voyez une cabine, ce sont des trains qui ont une cabine de conduite à l'avant et à l'arrière. Cela dépend, on fait ainsi quand on inverse le sens de la marche. Nous avons déraillé toute cette section, nous voyons qu'une autre section du train est déjà tombée hors de la voie à l'endroit d'entrée. Si on recule, Trust. Bien qu'ici, une partie du train ait fait une sorte de mouvement en ciseaux vers l'intérieur. Parce qu'à l'arrière, on voit déjà une cabine qui est tombée à l'arrière. On le voit par ici. Et il tombe à 4 mètres de profondeur. Cette image est aussi très explicative. On peut voir qu'à cause de la force et de la pression, il y a une cabine, celle-ci, qui a été totalement ou pratiquement écrasée. Elle est complètement détruite parce qu'elle a été traînée depuis l'arrière et cela a provoqué une sorte d'effet accordéon, se refermant sous la pression des deux côtés. On peut voir ici comment sont disposées les 3 voies, c'est-à-dire que nous parlons de la zone de l'aiguillage, celle du bas, la partie sud, la zone sud.
Nous avons le CES, nous avons la voie de 4 pieds, celle de 6 pieds l'aiguillage, et nous revenons au CES qui se trouve juste ici. La tour d'électrification qui, non, n'est pas celle qui transmet le signal du train, nous allons le voir maintenant pour que les gens comprennent. Les tensions que transporte dans ce type de tour, je crois que c'est 36 000 volts de mémoire. Si tu touches, tu es grillé sur place. Ce n'est pas ce qu'on vole ou démonte d'habitude. Ce qui est volé, c'est autre chose que vous verrez maintenant. Cette zone que nous voyons, c'est la zone du quai à la gare d'Adamuz, c'est-à-dire la zone que nous voyons en ce moment. Ça correspond à... avec cette zone que nous allons voir maintenant. Ce que nous voyons ici maintenant, regardez. Voici la gare d'Adamuz où l'on voit le train Irio. À la dernière section du train qui va en direction de Madrid. Déraillé. Ici, on aperçoit les services d'urgence dans la zone. La voie d'accès où se trouvent actuellement tous ces véhicules, c'est cette voie d'accès. Celle que nous voyons là. Et qui se trouve en dehors de la zone. Du changement d'aiguillage, j'insiste. Les 3 derniers wagons, au moins ceux que nous voyons ici déraillés de l'IRIO, sont hors de la zone des aiguillages. Nous le confirmons avec cette image satellite. Ici, il y a une double voie sans changement d'aiguillage. Le changement se fait plus haut. Dans cette zone ici, juste à l'endroit où se trouve le passage souterrain ou le passage inférieur. Pour permettre donc l'entrée de véhicules ou d'animaux qui peuvent traverser, parce que c'est autre chose, en théorie, tout le système ferroviaire à grande vitesse. Le périmètre est protégé pour empêcher l'accès des personnes et des animaux. Ici, c'est là où se trouverait la zone de changement d'aiguillage, cette zone que nous voyons ici. Ces poteaux que nous voyons ici, ces ombres détectent le passage du train. Et ici aussi, on le voit par là. Bien. Moi, comme je l'ai expliqué hier, à ce moment-là, j'ai dit « Le système est contrôlé depuis une salle, à tout moment. » Tu vois, quand un train entre et sort d'une section, quand il y a 2 trains qui sont sur le point de se croiser, s'il y avait un changement non autorisé, un système de freinage d'urgence s'activerait automatiquement, car une anomalie serait détectée sur la voie. Ce qui se passe là, c'est que la différence, selon ce qui a été officiellement déclaré, entre l'arrivée ou le déraillement du premier train. Il y a environ 27 secondes jusqu'à l'arrivée de l'Albia. Jusqu'à cette arrivée de l'Albia, ce sont 27 secondes. J'insiste encore et nous allons vérifier la question des vitesses avec cette image officielle. J'insiste, je fais cela de la manière la plus professionnelle possible pour que les gens comprennent et qu'il n'y ait aucun doute ici. Ici, il n'y a aucun spectacle parce qu'il y a des victimes, parce que cela n'a jamais été fait sur cette chaîne. 250 km, Cerro de la Jarta, Majajarta, 298 mètres, 250. Ensuite, dans le virage d'Adamus, il passe à 2,15, c'est-à-dire que lorsqu'il sort du virage d'Adamus, il n'a plus la limitation et peut aller à 250. C'est officiel d'Open Railway Map, la vitesse y est indiquée, c'est une image officielle. Bien.
Cela pourrait nous écarter, cette image que nous voyons de la garde civile, j'insiste, d'un drone de la garde civile. Pourrions-nous écarter le train d'Escarilla à cause des aiguillages qui viennent ou qui se trouvent au nord de la gare d'Adamuz? Le train d'Escarilla juste dans la zone du hangar, pardon, de la plateforme. En fait, si l'on regarde, on ne le voit à aucun moment et il faut aussi le souligner. S'il vous plaît, à tous ceux qui regarderont le direct ou commenteront sur les réseaux sociaux. On ne voit pas une invasion complète de la voie qui va en direction de Madrid Sud, Madrid Cordoue. On voit que le train déraille vers la droite, là où se trouve le CES passe sur les 4 pieds de l'autre voie. Ici, nous sommes en train de le voir. Là, on voit le rail. Ici, on voit l'autre voie. Et là, on voit comment la voie est détruite. Regardez comment les poutres de fixation sautent-elles. Là, c'est quoi? Quel est le nom anglais? On les voit ici, toute la voie a été arrachée. Ici, nous voyons à nouveau comment 2 voies entrent et nous voyons la partie finale de l'alvéole de ce train. Nous voyons la partie finale. Nous voyons maintenant comment la zone s'est d'abord séparée. C'est comme une sorte de serpent qui fait un mouvement de droite à gauche. Cette cabine que nous voyons est allée vers la gauche, envahissant la voie de 4 pieds, direction Madrid. Pardon, direction Madrid. Et les autres ont sauté vers l'extérieur et la partie finale. Et la zone du changement d'aiguillage, ici vous voyez que le changement d'aiguillage commence. Le changement d'aiguillage. Zone sud et les trains ont déraillé sur cette zone. Pour une raison, ils ont déraillé. Regardez comment la voie en direction de Madrid est complètement endommagée. On voit aussi à quel point elle est tordue. C'est plus qu'évident. Je vais changer ma caméra pour que vous puissiez le voir plus en détail. Savez-vous que l'Union, pour lui donner du maintien, sur le terrain, il y a des dalles de béton armées? Elles ont sauté. Maintenant, voyons des photos de criminalistique de la garde civile. Ici, on voit comment toute la voie a complètement disparu. On voit des morceaux qui sont totalement brisés. Ici, il est censé y avoir un rail qui n'est pas là. Ici, on voit que le rail a explosé et comment il a été séparé. Je vais aussi retirer le filigrane. Vous le voyez, le rail a également été séparé. Et ici, on le voit. Bon, l'état de la voie dans cette zone aussi, ici, les dalles de béton, de ciment ne sont pas bien posées. Elles ne sont pas en condition optimale. Nous revoyons le photogramme car c'est important. Ici, nous voyons la tête du train qui est déjà sorti de la gare d'Adamud. Nous voyons ensuite comment il commence à descendre. C'est là que se produit cette séparation. C'est là qu'il déraille. Celui-ci va vers Madrid. Regardez, avec cela, nous voyons des barrières. Nous allons essayer de les géolocaliser. C'est une autre zone de barrière.
Nous voyons la zone, cette zone que nous voyons là tout à l'heure, et maintenant cette zone ici où se trouvent ces barrières que nous voyons. C'est la zone de la gare d'Adamuz, j'insiste. Et c'est important. Bien? Qu'est-ce que je veux dire par là? Aucune collision directe entre les trains ne semble avoir eu lieu. De toute façon, nous allons le repasser pour confirmer. Je pense que cette image est essentielle. Celle-ci précisément est vraiment essentielle. Le train saute ou déraille juste à ce point précis. Là. Bien, voyons plus d'images. Nous continuons avec des images aériennes. De l'accident, cherchons-les par ici. Image de la garde civile. Ici, on le voit encore beaucoup plus. Et Depuis plus haut, depuis un plan avec beaucoup plus de hauteur, on voit que l'Albia, sauf tout le train, sauf les 2 derniers wagons, ce sont des images dures. Je suis désolé pour les familles. Je n'ai aucune intention de blesser qui que ce soit. Ceci est un contenu informatif, une information. Ça me fait vraiment très mal parce que je regarde les images et je sais ce qu'on a vu là-bas en bas. Pour des raisons de la vie, je sais ce qui s'est vécu là-bas et c'est très dur, c'est vraiment difficile. Nous voyons la dernière locomotive de l'Albia, intacte, toujours sur ou près de la voie. L'autre s'est séparée, elle a envahi la voie 4 et celle-ci l'autre voie. Le reste du train est tombé désintégré. Et nous voyons, regardez où il se trouve. L'autre train est ici en haut. Pour moi, il est impossible de réfléchir et je veux que vous prêtiez attention à ce détail. Regardez bien l'endroit où commence à apparaître toute la destruction des voies. Ça commence juste dans cette zone ici, qui est la fin de la gare d'Adamud, en direction du sud. Regardez ici. Tous les dégâts qu'il y a, c'est là où on commence à voir que tout le problème ou toute cette zone commence. C'est là que réside le problème, rien au-dessus ni ici. C'est pourquoi je dis qu'on parle beaucoup, que beaucoup de gens discutent. Sans prendre le temps de réfléchir ou de regarder les images et de tirer des conclusions déplacées ou hors contexte, quand ce n'est pas nécessaire, ça n'aide pas. Évidemment, ça n'aide pas. Il est impossible que le train ait déraillé en touchant ici, dans la partie supérieure de l'écran, avec la dernière partie déraillée de l'idiome. Et qu'il ait traversé toute cette zone sans que la voie ni les poteaux ne soient endommagés, ni qu'aucun débris ne soit visible. On voit déjà les débris dans cette zone. On voit comment la voie elle a été pliée, tordue aussi. Cela ne veut pas dire que c'est l'endroit, mais simplement que la voie est faite en sections de plusieurs mètres. Elle a pu se tordre à cause de la pression provoquée par l'accident et elle a pu se casser à un autre endroit, car elle est pratiquement posée sous pression. Ici, nous voyons les plus gros dégâts. Bien. Que pouvons-nous conclure de ces images? Ce sont 2 incidents qui se produisent à la même heure, pratiquement au même endroit, même localisation, mais ce sont 2 incidents liés évidemment l'un à l'autre.
Mais je ne sais pas jusqu'à quel point le déraillement de ce train dans cette partie, ici, est lié au déraillement de cet autre train, 600 mètres plus bas, dans cette zone-ci. Je pense que cela devient clair, ou du moins je veux que ce soit clair. Il s'agit d'un incident avec deux scénarios différents, proches les uns des autres, mais différents. Bien, plus d'images maintenant sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Première image, on peut voir les dégâts dont nous parlons. Nous regardons vers le nord. Norte, Au fond, on voit, je vais changer ma caméra pour que vous voyez mieux. En fait, je vais enlever ma caméra, ce n'est pas important. Cette image montre une photo prise du sud vers le nord, en direction de Madrid. Nous voyons les voitures de la Guardia Civil au CES dans la zone de sécurité. Le support à 4 pieds est complètement détruit et les rails sont tous tordus. Les dégâts sont importants. Nous voyons même que le rail venant de Madrid a subi une torsión. torsion gigantesque. Regardez, la voie s'est complètement ouverte à la fin. Nous voyons que la caténaire au-dessus est intacte. C'est-à-dire qu'aucun wagon n'est passé par là, sinon il aurait emporté la tour. À partir de là, on voit bien qu'il y a eu un impact. Je ne sais pas. Un dommage important, regardez bien ce que nous voyons ici. C'est important. Importante. On voit comment le train de l'incident qui s'est produit, toute la voie ici a été déplacée, elle a été détruite. On voit comment la voie de gauche qui va en direction de Madrid. Elle est en meilleur état, mais elle a aussi été endommagée juste en traversant cette cabine vers la gauche. Le reste des cabines se trouve sur la partie droite. Nous le voyons ici. Le train Descarriló. a déraillé et s'est dirigé vers une sorte de ciseau, une partie vers la gauche, une autre vers la droite. Nous voyons aussi sur les rails des restes du matériel qui a été traîné. Nous voyons même un morceau de tourelle de la caténaire de la tour électrique. C'est en bas, dans cette zone. Nous voyons aussi, je ne donnerai pas de détails, mais quelques débris organiques. Et ce que nous voyons ici est essentiel. Regardez, ce talus est un talus où l'on pense, où l'on suppose qu'il a pu y avoir un mouvement de terre. À un moment donné, il a été renforcé. On voit qu'il y a un treillis ou un filet de protection pour éviter les éboulements. Donc c'est une zone où des pierres ont pu tomber, où il a pu y avoir un mouvement. On voit aussi par ici, c'est important dans cette zone que vous voyez ici. Ces câbles sont les câbles de signalisation de la zone inférieure. C'est par ces câbles de signalisation que la présence des trains est détectée. On transmet des informations, on contacte le conducteur via des systèmes de communication et électronique du train avec des enjeux de sécurité. Nous voyons encore ici que ces barrières que nous voyons ici servent à protéger contre tout éboulement de la montagne. Bien, on continue. Nous allons maintenant regarder cette vidéo, c'était hier soir. Évacuation des blessés par la garde civile, la protection civile, les pompiers, les équipes médicales et toutes les personnes qui ont participé, y compris les bénévoles du village. Nous voyons à nouveau comment ce talus est protégé pour éviter les éboulements. Nous voyons l'état des wagons. C'est arrivé dans la nuit. Je les vois passer par ici. Excusez-moi. Bien. On continue.
C'est ça, l'équipe de la garde civile, la criminalistique, la police scientifique, en train de recueillir des preuves. Ce qu'ils placent au sol sert à indiquer où ils pensent avoir trouvé des preuves. Les câbles au sol sont des câbles de signalisation. C'est le fameux câble de signalisation, ce câble de signalisation. En théorie, il devrait être en dehors de cette zone, ici, juste derrière. Je ne retirerai pas le filigrane. Ils ont trouvé, possiblement, d'après ce que je peux voir ici sur l'image complète, ce qui pourrait être des restes biologiques. Ici, nous voyons les pompiers briser la vitre de sécurité de la cabine arrière de l'Irio. Avec une scie pour pouvoir accéder à la cabine, parce que c'est impossible autrement. C'est un verre blindé, ces trains roulent à très grande vitesse. Tout oiseau ou objet peut menacer la sécurité du conducteur. La vitre est donc blindée et renforcée. Je persiste. On voit que le lys tombe à droite du quai de la gare d'Adamuz. L'avant du train est en bon état, il n'y a aucun problème, tout se concentre dans cette zone. Allons-y la famille, je ne sais pas combien nous sommes en direct, presque 9000, merci de liker, c'est très important. Vos likes sont essentiels pour tout comprendre. Voici l'image originale de la Guardia Civile, Will. Ils savent qu'il y a quelque chose là-bas, où il y a un certain type de preuve qu'ils pensent devoir eh, utiliser comme preuve dans l'enquête. investigación, Et ça, eh bien, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. D'où vient le lys, le drame ou la polémique de l'histoire? Car cette photo circule très vite. Il existe une photo montrant ce que vous allez voir maintenant. Nous allons le voir. Ici, nous voyons le groupe de criminalistique de la garde civile en train de prendre une photo d'une partie du redevance d'autorisation individuelle. Nous allons fermer par ici. Nous y sommes. Est-ce une rupture du redevance d'autorisation individuelle? Les gens parlent beaucoup des marques qu'il y a. À gauche de la photo, ces marques noires qui s'alternent tous les 50 cm avec les marques de couleur cuivre, avec la couleur cuivre. Ce n'est pas le redevance d'autorisation individuelle, ce n'est pas la partie à laquelle vous pensez tous. Le redevance d'autorisation individuelle est plié. Le redevance d'autorisation individuelle, c'est plié. Ce que vous voyez, ce sont les points d'appui sur les structures en béton. Ils ont laissé cette marque en étant posés dessus, ils ont laissé cette marque. Mais si nous pouvons voir ici que le redevance d'autorisation individuelle l'a cassé. Regardons dans cette zone si on agrandit ici. On continue d'agrandir, voilà, là on peut voir qu'il a cassé, qu'il a franchi. Là, le redevance d'autorisation individuelle, il l'a cassé pour une raison quelconque. Peut-être parce que l'incident s'est produit 200 mètres plus bas. Le redevance d'autorisation individuelle s'est plié, et ce pliage a fait qu'il craque là et se casse là. Ça ne veut pas dire que c'est la raison pour laquelle ils ont déchargé les trains ou pourquoi tout cela s'est passé. C'est une image qui est importante. Elle a été prise comme référence. En fait, ils sont en train de la référencer. Les professionnels de la garde civile le font. Mais il y a aussi quelque chose qui attire l'attention sur cette photo.
La clôture est endommagée ici sans savoir comment, dans le but de recueillir des preuves pour permettre un accès dégagé au service d'urgence ou si elle a été cassée intentionnellement. Motif, avec ça, je ne veux rien écarter. On ne peut rien exclure. Ça peut être dû à l'accident ou ça peut être dû à un sabotage. Là aussi, on ne peut rien écarter. On voit que les câbles de signal passent juste au-dessus. Ce qui me surprend aussi, que le câble de signal soit là. Il est normalement enterré, il est protégé d'une certaine manière. Dans ce cas, on voit là un câble de signal qui passe juste au-dessus. Ah. FEMA, nous le voyons par là. Nous voyons aussi comment la rupture de ce virage s'est produite. Le rail, la rupture de tous les blocs de ciment. C'est important. Image publiée dans un média. Il disait Cadif détecte plusieurs sections de voies cassées sur le lieu de l'accident. Adamu. Bien que le ministère dise qu'il est impossible de le déterminer sans enquêter sur les causes. Vidéo. Bien sûr. Il faut comprendre quelque chose ici. Tout d'abord, les conditions dans lesquelles on travaille, autour de ce dans quoi on travaille. Regardez bien ce photogramme. Regardez juste là où il y a écrit, même si. Ici, il y a une dalle, j'enlève le logo, vous la voyez. Le câble de signal devrait passer juste en dessous de cette zone, par ici, en dessous. Bien, les conditions dans lesquelles on travaille, l'environnement dans lequel on travaille est un environnement dangereux. Il y a des arêtes partout. On constate des écrasements à l'intérieur des trains, ainsi que les sièges. Et Je préfère ne pas trop détailler, mais les conditions pour certains corps étaient particulières. Cela va prendre des jours pour les identifier, voire même des jours pour les récupérer. Vu l'ampleur de ce que nous voyons, où est-ce le débat ici? Voyons d'abord les réactions des hommes politiques. Déclaration officielle. Les tests acides désoxyribonucléiques nous servent aussi à certifier et à identifier. Comme vous pouvez l'imaginer, certaines des personnes décédées sont difficilement reconnaissables, donc difficilement identifiables, et nécessitent un test acide désoxyribonucléique. Tout cela se fait à un rythme soutenu avec une coopération maximale, comme il ne peut en être autrement dans une situation de cette nature. Et bien sûr, maintenant, notre préoccupation est que ceux qui sont en soins intensifs puissent en sortir, que les sorties possibles soient accordées au cours des prochains jours. Et surtout, et c'est fondamental, sortir de la souffrance ces familles qui sont complètement brisées. Et en plus, nous ne pouvons pas leur certifier de manière fiable que cet être cher, ce père, cette sœur, ce fils est bien leur enfant. C'est sur cela que nous travaillons et c'est pourquoi j'espère, bien sûr. Juanma Moreno, président de la Junta d'Andalousie, affirme que certains corps sont restés non identifiables. Chaud, je veux faire comprendre aux gens qu'un accident à 200 km/h, avec la masse d'un train qui est lourd. Où et quand a-t-il mis le gilet jaune? Marlaska est aussi impliqué. Juanma Moreno a mis le manteau de l'agence d'urgence d'Andalousie. Voyons ce qu'il va dire. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ce qui s'est passé? Que j'aimerais adresser à l'ensemble des citoyens, c'est qu'ils consultent et accèdent à l'information officielle, qu'ils fassent aussi appel aux services d'urgence, qu'ils accèdent à l'information des médias vérifiés.
Malheureusement, lors d'autres tragédies, nous avons aussi souffert de la propagation de fausses informations et de la désinformation, ce qui génère angoisse, incertitude et douleur, surtout pour les victimes et leurs familles. Donc, comme je l'ai dit au début, je remercie les médias pour leur travail et je demande aux citoyens et citoyennes que, s'ils veulent s'informer, ils le fassent par le biais de médias vérifiés et aussi par les canaux officiels que, bien évidemment, l'administration générale de l'État et le reste des institutions mettent à disposition pour connaître jusqu'au moindre détail de cette tragédie. C'est tout. Merci. Merci. Sans poser ni accepter de questions. Il est simplement allé là-bas. Le président s'est rendu là-bas pour dire aux gens de ne pas regarder YouTube, de ne pas regarder les chaînes et de regarder uniquement la télévision espagnole et les médias affiliés. Surprenant? Je ne sais pas. Et vous, qu'en pensez-vous dans le chat en ce moment du fait que le président de l'Espagne se rende sur une catastrophe sans aucune information et que rien? Dire aux citoyens que ce qu'ils doivent faire, c'est regarder la télé, leur dire. Je n'ai jamais vu la télévision espagnole faire ce que nous venons de faire ici, il y a 25 à 40 minutes. Je ne l'ai toujours pas vu, je ne sais pas. Nous n'avons pas encore eu la chance d'essayer, avec des images publiées par la Guardia Civile, ainsi qu'avec des images satellites, d'essayer d'apporter un peu de clarté à cette histoire. Non, je ne l'ai pas vu. Ce que j'ai vu, ce sont des interviews. C'est ça. Et quelques moments désagréables de la part de certains journalistes. Ça oui, on l'a vu. Ça non plus, on ne l'a pas vu. C'est un train à grande vitesse et je veux que vous voyiez quelque chose. Moi, pour des raisons de la vie. Il y a quelques jours, je ne vais pas dire quel jour, mais très récemment, j'ai pris un train et je peux dire que c'était comme des montagnes russes. Il y a des régions en Espagne où le système ferroviaire n'est pas seulement honteux, il est carrément dangereux. Dangereux. J'ai entendu un bruit et j'ai dit « C'était quoi ce choc ? On a dû heurter quelque chose, c'était un coup incroyable. » Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi, ce sont précisément des personnes concernées qui vont le dire. Cela aurait pu arriver à beaucoup d'entre nous, en fait. Cela aurait pu m'arriver il y a quelques jours si cela s'était produit. Bien. SEMAR, c'est ce que c'est. Le secrétaire de la coordination technique, directeur de l'Agence nationale de sécurité ferroviaire, Pedro M. Lecona Garcia. David Gomez-Rey Romero, directeur corporatif sécurité circulation ADIF, et Francisco Martin Moreno, directeur circulation ADIF. Messieurs, nous sommes très inquiets de l'état des lignes, surtout la 010, 030, 040, 050 du réseau à grande vitesse. Les conducteurs de train qui y travaillent quotidiennement rencontrent de nombreux nids de poules, bosses et déséquilibres dans la caténaire. Cela entraîne un manque de confort et de fiabilité lors des trajets, aussi bien pour les voyageurs que pour le conducteur. En raison de l'état de ces lignes, une dégradation profonde et rapide du matériel roulant est en train de se produire, provoquant des pannes fréquentes, comme par exemple une instabilité du roulement, des dommages à la structure des trains. Nos collègues conducteurs de train, que nous représentons dans les différentes entreprises ferroviaires, signalent cela quotidiennement aux responsables de la circulation, sans qu'aucune mesure ne soit prise. CEMAG, principal syndicat professionnel du collectif dans les entreprises ferroviaires, propose de limiter la vitesse à 250 km/h sur ces routes. Cette mesure doit rester en place jusqu'à ce que le réseau permette une vitesse plus élevée.
En espérant que les mesures appropriées seront prises, il faut garantir la sécurité des travailleurs et des voyageurs. Signé numériquement par Luis Ángel Alonso Rodriguez, le 8 août 2025, secrétaire de la zone technique du SEMAG. Vito Killers met-il ça en ligne? Il y a des plaintes, des communiqués, des registres indiquant que les conditions dans cette zone ne sont pas adéquates. J'insiste, elles ne sont pas adéquates. Par ceux qui conduisent, travaillent là-bas et savent ce qui s'y passe. Quelqu'un a-t-il autre chose à répondre? La question de ne pas regarder la télé ou YouTube, seulement les chaînes officielles, parce qu'il y a des fausses informations. Des fausses informations? Ah, ce n'est pas une fausse information. 39 personnes sont mortes, Monsieur le Président. Que leurs proches doivent voir les corps de leur famille arriver à la morgue de Cordoue dans un camion militaire. Quelqu'un n'a pas fait son travail. Ou parce que quelqu'un n'a pas voulu investir suffisamment pour rendre la ligne de train sûre. Ou parce que quelqu'un dans son bureau, après avoir reçu de nombreuses plaintes et rapports de sécurité, les a rangés dans un tiroir, les a jetés à la poubelle. Peut-être était-il occupé ailleurs. Ce n'est pas normal. Comment est le système ferroviaire en Espagne? Ce n'est pas logique. Mais comme cela arrive et arrivera toujours, malheureusement, il n'y aura pas de démission, il n'y aura pas de responsabilité. Va-t-on accuser une chèvre qui passait par là, une vache, le Bigfoot de la Sierra de Cordoba, ou Dieu sait qui? Il y a des familles qui ne retrouveront pas leurs proches. Il y a un certain nombre de blessés qui garderont des séquelles pour le reste de leur vie. Certains resteront handicapés. Et le président de l'Espagne s'est rendu là-bas pour dire de faire attention aux fausses informations. Cela semble être la principale préoccupation du gouvernement en ce moment, que les gens ne regardent aucune chaîne qui ne soit pas officielle. Félicitations. C'est incroyable. Ils ont aussi envoyé la garde civile pour identifier les journalistes filmant les opérations de sauvetage. Alors, ils ont envoyé la garde civile à La Sexta. Ce sont des travaux très délicats. C'est incroyable, hein? Mais ils ont une autorisation. Bon, une autorisation, n'est-ce pas? Nous avons parlé avec lui. Laissez-moi les documents, s'il vous plaît. Garde civile. Monsieur, faites attention, en montant la côte, on voit bien que vous êtes épuisé. Celui qui a ordonné de les identifier l'a fait parce qu'on lui a demandé. Ces deux agents obéissaient simplement aux ordres. Il suivra les ordres. Quelqu'un les a envoyés monter le talus sur la propriété privée d'une personne qui a autorisé les médias à venir filmer. Regardez, moi, La Sexta, ce n'est pas vraiment ce que j'aime, et encore moins Ferreras. Mais quelqu'un du gouvernement, je suppose que c'est le responsable. Marlaska aura dit « Eh, montez là-haut pour identifier ces caméramans, pour les enlever du chemin. » Eh bien, je pense qu'on manque un peu de moyens pour identifier des journalistes. Une autre image encore. Cela s'est passé hier soir. Aïe. Certains détails, comme je l'ai dit, ne collent pas du tout dans cette histoire. À de nombreuses reprises, la situation de la voie dans cette zone a été signalée. Des plaintes officielles ont été déposées concernant l'état de la voie. Mais elles n'ont pas été entendues, Moi, en récapitulant ce que nous avons vu depuis les airs,
La question du changement d'aiguillage et autres peut être liée à cela. Parce que cette zone, celle de l'Albia, correspond bien à cette zone, mais la zone du train Irium ne correspond pas au changement d'aiguillage. De plus, seuls les derniers wagons du train sont allés là-bas. Un mouvement de terre a peut-être endommagé la structure ferroviaire à cette heure-là. Il faudrait consulter un sismographe pour voir s'il a existé. Il faudrait chercher les horaires des trains précédents et les enregistrements de sécurité des trains précédents pour savoir si une anomalie a été détectée dans la circulation. Tous ces trains disposent d'une caméra frontale qui enregistre en continu pour la sécurité. Ou ils devraient l'arrêter, ou ils devraient fonctionner, ça c'est encore autre chose. Maintenant, savoir si ça fonctionne ou pas, on ne le sait pas, mais ils devraient l'arrêter pour des raisons de sécurité. Vérifiez s'il existe un rapport du jour même ou des jours précédents sur un incident, puis commencez à agir. Organisez toutes les nombreuses pièces ici et reconstituez les faits. Il doit y avoir des caméras de sécurité sur le quai de cette station, des caméras de sécurité. Il doit y en avoir, elles devraient fonctionner, même si parfois elles ne fonctionnent pas ou parfois les bandes disparaissent. Cela arrive aussi en Espagne. En Espagne, des bandes d'enregistrement de trains, de stations de parking disparaissent. Elles sont effacées après quelques heures, c'est ce qu'ils disent en souvent. Et Tu vois? C'est injustifiable ça, c'est injustifiable de toutes les manières, c'est injustifiable. Merci à la famille d'avoir été en direct avec nous. Nous apprécions votre temps et avons fait de notre mieux. Première évaluation. Au cours de la journée, nous aurons plus d'informations. Nous allons en apprendre davantage. Nous allons essayer de contacter des experts en train en Espagne pour qu'ils nous expliquent un peu leur point de vue. Non, bien sûr, pas des gens employés par le gouvernement qui passent à la télévision espagnole pour répéter son discours. Dès lors, nous continuerons à travailler comme toujours. Famille, merci d'avoir été en direct. Rendez-vous à la prochaine émission sur Stratégie militaire. Salutations.